Salam alaikum, Azul Fillaoun. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au traitement de la thématique suivante. Il s'agit de la croissance économique. Dans cette première partie, on va essayer de traiter la quantification et le rythme de la croissance économique. Pour ce faire, on va tenter de suivre le plan suivant. D'abord, dans un premier point, on va essayer de cerner le concept de la croissance économique, c'est-à-dire on va essayer de traiter sa notion en abordant donc sa définition, la typologie, mais également un certain nombre de précisions en relation avec ce concept. Puis, on va passer les mesures de la manière par laquelle on mesure la croissance économique et finir par les limites de calcul de la croissance économique. Tout ça dans la première vidéo, pour revenir dans une deuxième vidéo, Inch'Allah, pour analyser les déterminants de la croissance économique, c'est-à-dire les différents facteurs explicatifs de la croissance économique, et finir par, dans le cadre d'une revue de littérature, donc d'avancer et de traiter les théories, un certain nombre de théories qui encadrent cette thématique de la croissance économique. Voilà, donc puis bien évidemment dans une deuxième partie, Inch'Allah, on va revenir dans le cadre d'une deuxième section sur la finalité de la croissance économique, c'est-à-dire le développement économique et social, et finir dans le cadre d'un prolongement par traiter le développement durable. Alors sans plus tarder, donc on va commencer cette première partie par d'abord l'étude de la quantification et le rythme de la croissance économique, et on va commencer par cerner d'abord le concept. Regardez cette représentation schématique qui traite l'évolution de la croissance économique au Maroc depuis 1999 jusqu'à 2019, donc presque 20 ans. Regardez donc cette représentation graphique montre que la croissance économique au Maroc n'est pas stable. Donc, il ne suit pas une tendance bien déterminée. Tantôt, donc, il est en augmentation, puis en diminution, l'augmentation, c'est-à-dire il ressemble aux dents de scie. Il ressemble aux dents de scie, c'est-à-dire il y a des montées comme il y a des baisses. Donc, pour comprendre cette représentation graphique, cette représentation de l'évolution de la croissance économique, elle semble très judicieux, comme il semble très évident de répondre à un certain nombre de questions. La première des choses, d'abord, qu'est-ce que la croissance économique? Pour comprendre cette évolution, d'abord, il est très évident de connaître d'une manière précise la croissance économique, la manière par laquelle, ou bien la façon par laquelle la croissance est mesurée, puis c'est jamais donc quelles sont les limites de la croissance économique. Également, pour comprendre davantage et approfondir l'analyse de cette représentation graphique, il est très évident également de mettre l'accent, de connaître les déterminants de la croissance économique pour voir si jamais donc l'explication se trouverait dans les déterminants de la croissance économique au Maroc. Également, donc pour renforcer l'analyse davantage, donc il faut un soubassement théorique. Alors, sans plus tarder, donc on va essayer donc dans la suite de cette vidéo donc de répondre d'abord à la première question, c'est-à-dire comment et qu'est-ce que la croissance économique. Donc en fait, pour la croissance économique, il explique l'évolution de la production dans un pays. Donc c'est-à-dire quoi? Au sens large et dans un sens strict, au sens strict, de manière générale et au sens strict, la croissance économique, c'est vrai, donc c'est un concept polysémique qui renvoie plusieurs choses, mais de manière générale et au sens strict, donc la croissance économique n'est rien d'autre que la variation positive de la production de biens et services marchands dans une économie sur une période donnée généralement longue. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette définition? C'est que la croissance économique, essentiellement,
repose sur trois éléments. D'abord, c'est une variation positive, parce que c'est de la croissance et de l'augmentation, c'est l'accroissement. De quoi? Pardon, donc de la production également. Donc pour connaître un pays est-ce qu'il est en croissance ou bien il n'est pas en croissance, il faut suivre l'évolution de la production du bien et des services au sens strict marchand. Mais on va voir au sens général, ça doit normalement contenir également les biens et les services non marchands. Mais troisième élément qu'il pas n'importe dans n'importe quelle période, mais il faut que cette évolution soit inscrite donc, dans une période longue, c'est-à-dire dans le long terme. Voilà, donc au sens large, c'est la même chose, c'est la variation positive de la production des biens et des services marchands et non marchands, sur la même chose sur une période longue. Donc à retenir ici, la croissance économique, c'est bel et bien, donc c'est la variation positive de la production des biens et des services marchands et non marchands, sur une période, généralement cette période est longue. Voilà donc de manière générale, puis d'une manière très précise, on va passer à la définition d'un certain nombre d'auteurs et d'économistes, en commençant par François Pirot, qui confirme la même définition qu'on a avancée tout à l'heure. Donc pour Pirot, comme étant Pirot, donc François Pirot, c'est une référence dans l'économie du développement. C'est quelqu'un qui a beaucoup traité dans cette question de développement et la croissance économique. Pour cet économiste français, la croissance économique désigne l'augmentation soutenue, avec bien évidemment la soutenance de l'augmentation, pendant une ou plusieurs périodes longues d'un indicateur de dimension, c'est-à-dire un indicateur de taille qui renseigne sur la taille d'une économie. Et généralement, l'indicateur le plus représentatif de la dimension d'une économie, c'est la production. Et pour cette raison, pour François Pirot, cet indicateur de dimension pour une nation, c'est le produit global net, mais en termes réels, pas en argent. C'est-à-dire ce n'est pas nominal, mais c'est en termes réels, une production en quantité, en nombre de pièces et ainsi de suite. C'est ça, c'est ce qui compte de la production, donc ce qui compte de la croissance économique. Donc la définition de François Pirot rejoint presque la même définition qu'on a pensée en considérant la croissance comme étant une augmentation, c'est-à-dire une variation positive de quoi? D'un produit global net en termes réels, mais sur une période, soit 5 ans, 10 ans, chaque 10 ans, ou bien plusieurs périodes, mais longues. C'est-à-dire, donc, c'est le même raisonnement, la croissance s'inscrit dans le long terme. On va passer maintenant, et le plus important ici, avant de passer la définition de Simon Kuznets, il est à retenir que jusqu'à maintenant, la croissance économique est considérée comme étant un phénomène quantitatif, parce qu'on quantifie, donc il faut des quantités, il faut des indicateurs de dimension, mais mesurés en termes réels. Maintenant, pour le Simon Kuznets va au-delà de la définition de François Pirot et celle qu'on a avancée de manière générale, en essayant de considérer que pour que la croissance économique existe, donc il faut remplir une condition. Cette condition, c'est qu'il faut que la croissance du PIB soit supérieure à la croissance de la population. Voilà donc la définition de François Pirot. Il y a de la croissance, il affirme qu'il y a de la croissance économique lorsque la croissance du PIB, c'est-à-dire l'augmentation du PIB, soit supérieure à l'augmentation de la population. Autrement, la croissance économique au sens de Kuznets correspond à l'augmentation du PIB par habitant. C'est-à-dire, il faut que le PIB par habitant augmente pour qu'on parle de la croissance économique. Donc ici, cette définition s'inscrit dans une autre logique qui tend vers la logique qualitative de la croissance économique. C'est-à-dire, donc, la définition de Kuznets traite la croissance économique comme étant un phénomène relativement qualitatif.
relativement, il s'éloigne un peu de l'approche de François Pirault pour considérer la croissance économique comme étant un élément qui impacte le niveau de vie, parce que qui dit le PIB par habitant dit le pouvoir d'achat, le niveau de vie et par voie de conséquence également la qualité de vie, ce qui est purement qualitatif. On va finir par une définition également très intéressante, c'est celle de Joseph Schumpeter. Pour Joseph Schumpeter, la croissance est considérée comme étant un processus, l'ensemble d'étapes enchaînées de manière logique pour atteindre une finalité. Ce processus, il est paradoxal. Il est de destruction créatrice, c'est-à-dire il faut détruire et créer en même temps. Donc ce processus de destruction créatrice, c'est normal parce que change radicalement la structure de l'intérieur, qui révolutionne incessamment d'une manière continue donc de l'intérieur la structure économique. Comment il révolutionne? En détruisant continuellement les éléments vieillis, en créant des éléments neufs. On détruit les activités anciennes traditionnelles pour créer de nouvelles activités et permettront de lancer un nouveau cycle économique. C'est pour cette raison Schumpeter il a insisté sur l'importance de l'innovation pour lancer un nouveau cycle économique. Donc, je reprends, la croissance économique au sens de Schumpeter, c'est un processus de destruction créatrice qui révolutionne incessamment de l'intérieur, change radicalement de l'intérieur la structure économique en détruisant les éléments vieillis, c'est-à-dire les activités ou bien surtout les activités qui sont anciennes, qui sont vieillies, donc, et créer donc des éléments neufs pour remplacer ces dernières activités. Donc voilà le grosso modo. Puis maintenant passe la variation de le PIB peut soit être positif comme il peut être négatif. Cette variation, si elle est positive, bien évidemment, donc on peut parler soit de l'expansion, soit de la croissance, soit de ralentissement. Alors que si elle est négative, on parlait soit de la récession, soit de la dépression. Maintenant, donc, on va essayer donc de traiter la différence entre toutes ces terminologies qu'on utilise pour expliquer pour parfois qualifier l'évolution de PIB. Commençons par la récession. En fait, qu'est-ce que la récession? Elle est désignée par convention une phase de 2 trimestres, c'est-à-dire un semestre consécutif de baisse absolue de PIB. Pendant la récession, donc le PIB baisse. Dans ce contexte de Covid-19, selon les prévisions de la Banque mondiale, l'économie mondiale connaîtra la fin 2020 une récession de 5,2%. Regardez donc la Banque mondiale, elle a qualifié la situation de la récession parce que jusqu'à maintenant, nous sommes globalement dans 6 mois et 7 mois de la baisse de la production. C'est-à-dire, de manière générale, la récession renseigne sur quoi? Sur une baisse ponctuelle de l'activité économique, une baisse momentanée de l'activité économique sur une courte période. On oppose la récession à l'expansion. En économie, généralement, l'expansion, c'est quoi? C'est un phénomène conjoncturel, de la même façon que la récession, mais cette fois, c'est l'accélération du rythme de la croissance économique. Pendant l'expansion, généralement, l'expansion, il suit la reprise. Après la récession, on assiste à la reprise économique c'est-à-dire donc le lancement d'un nouveau cycle économique et après juste la reprise, donc cette courte période après la reprise, donc il est qualifié de l'expansion. Pourquoi? Parce que selon cette phase, au moment de cette phase, le taux de la croissance généralement est plus haut que le taux de la croissance potentielle. Le taux de la croissance pendant cette période est très élevé, elle dépasse de loin donc le taux de la croissance effective, ou bien elle dépasse donc relativement donc le taux de la croissance potentielle. Maintenant, pour la dépression, en fait, la dépression désigne une récession qui dure dans le temps.
certains économistes l'ont défini comme étant une récession qui dure dans le temps. Si la récession dure longtemps, plus de deux trimestres, c'est-à-dire 3, 4 voire plus des années, donc on parlait de la dépression. Il y a même certains il y a même d'autres économistes qui l'ont caractérisé par la baisse du PIB de 10%, voire plus. C'est-à-dire au moment où le PIB a baissé de plus de 10%, donc on peut parler de la récession parce que, on peut parler, pardon, de la dépression parce que la récession obligatoirement durera dans le temps. Et on va finir par le ralentissement de l'activité économique, ralentir un ralentissement, c'est vrai, donc il y a toujours de la croissance économique, sauf que c'est une diminution, la croissance économique, le taux de croissance est en diminution. C'est une diminution passagère, c'est-à-dire quelques trimestres, de la croissance du PIB. C'est-à-dire la croissance existe, sauf que le rythme a baissé. Autrement, c'est la baisse du rythme de la croissance économique. Par exemple, entre l'année 2019 et l'année, par exemple, 2020, si un pays enregistre en 2019 un taux de croissance de 6%, et en 2020, il a enregistré un taux de croissance de 4%. Donc, on qualifie l'économie de ce pays donc en ralentissement. On dit que l'économie de ce pays, donc, elle est en ralentissement pendant l'année 2020. C'est-à-dire l'activité économique s'est ralentie en 2020 par rapport à 2019. Pourquoi? Parce que le taux de croissance a baissé. La croissance existe, 6% c'est une variation positive, 4% c'est une variation positive, sauf que 4 est inférieur à 6. Donc il y a une baisse du rythme de la croissance économique. Voilà de manière générale. Maintenant, est-ce qu'il existe un seul type de la croissance économique? Bien sûr, donc il existe plusieurs types en fonction, on peut procéder à une classification de la croissance économique en fonction de plusieurs critères. Donc cette leçon, on va prendre 5 critères. Donc on va retenir 5 critères pour le faire, donc la typologie. Soit, parfois, on distingue, on classe la croissance économique en fonction de la conséquence. C'est-à-dire en fonction de la conséquence de cette croissance économique sur soit le commerce international, soit surtout sur l'économie d'un pays bien déterminé. Sinon, en fonction de la répartition des investissements, la manière par laquelle les investissements de l'État et de manière générale également le privé sont répartis dans une économie, on peut distinguer entre deux sortes de croissance économique. Puis, la manière d'usage des facteurs de production, la manière par laquelle on utilise extensivement ou bien intensivement les biens, je disais, les facteurs de production, qui sont bien sûr donc le travail et le capital. Puis, l'origine du progrès technique. Est-ce que l'origine donc est endogène ou bien elle vient de l'extérieur, c'est-à-dire donc c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire il est exogène. Puis, on finit par en opposant la croissance économique théoriquement et la croissance économique réellement. Selon le premier critère, on distingue entre une croissance appauvrissante qu'on oppose à une croissance enrichissante. Dans certains pays, donc malgré que c'est vrai, donc on réalise la croissance économique, mais comme accumulation de la richesse au niveau de la nation. Au contraire, il ne produit rien comme accumulation de la richesse. Au contraire, dans certains pays, on enregistre une croissance économique qui permet à l'économie, à l'État, donc d'accumuler donc davantage du capital, du patrimoine. Au niveau de la répartition des investissements, soit sur les secteurs d'activité ou bien les zones, soit qu'on répartit d'une façon équilibrée, comme ça donc on parlait d'une croissance équilibrée, sinon on parlait répartie d'une façon inégalitaire et d'une façon, j'allais dire, donc déséquilibrée. Comme ça donc on parlait de la croissance déséquilibrée. La manière d'usage, n'importe quel phénomène de croissance économique, un taux de croissance économique, généralement, peut être expliqué par deux choses. D'abord, la contribution des facteurs de production, c'est-à-dire une part de la croissance économique trouve de l'explication dans l'augmentation
des facteurs de production. Mais une autre part, c'est la part résiduelle de la croissance économique. Il trouve l'explication parfois de la manière par laquelle les facteurs de production, c'est-à-dire l'efficacité, le degré de l'efficacité de la combinaison entre les facteurs de production. On distingue entre soit une croissance extensive, qu'on pense à une croissance intensive. L'origine, donc, soit qu'il est endogène, donc on parlait de la croissance endogène, sinon exogène, sinon on considère le progrès technique comme étant exogène à la croissance économique, également aux décisions microéconomiques et individuelles qui sont prises au niveau d'une économie. On parlait ainsi donc de la croissance exogène. Puis, entre théorie et réel, donc on distingue entre la croissance potentielle et la croissance effective. Alors, donc voilà, maintenant passons les détails. Alors, donc pour le premier point, selon la conséquence, donc on distingue entre la croissance appauvrissante, l'économiste indien Jagdish Bhagwati, en 1958, il a remarqué que certains pays, certains pays font un grand effort pour exporter, un grand effort d'exportation, et pour toujours importer autant de biens qu'auparavant. C'est-à-dire parce que les termes de change de leurs produits exportés sont en dégradation, ils doivent toujours augmenter les quantités, c'est-à-dire augmenter toujours les quantités exportées pour importer les mêmes quantités. C'est-à-dire pour importer les mêmes quantités des biens généralement manufacturés qui viennent de l'extérieur. Comme ça, donc, pour Bhagwati, donc, il considère la croissance appauvrissante comme étant un fruit de la dégradation des termes de change au niveau du commerce international. Je note que les termes de change, généralement ici, donc, on parlait des termes de change net, c'est-à-dire donc c'est le prix de la tonne exportée qu'on divise sur le prix de la tonne importés. Généralement pour les pays donc en voie de développement qui ne sont pas bien inscrits dans la mondialisation, dont leurs économies ne sont pas industrialisées, ce terme de change il est inférieur à 1. Mais malheureusement, il est inférieur à 1, mais malheureusement il se dégrade d'une année à une autre. Par exemple, si un pays enregistre un terme de change de 0,8 pendant l'année N, probablement dans l'année N plus 1, il ne reste pas 0,8. Donc, il peut baisser à 0, par exemple, 75 ou 70. Donc, comme ça, donc pourquoi? Parce que les prix, malheureusement, donc des biens bruts et de la matière première restent généralement stables, restent les mêmes au niveau de le commerce mondial. Et si elle augmente, elle n'augmente pas très vite, alors que les prix des produits manufacturés, parce qu'ils sont de haute valeur ajoutée, leur prix augmente d'une façon donc continue. Alors donc la croissance appauvrissante, il est considéré par Bhagwati comme étant le fruit de la dégradation des termes de change. C'est-à-dire, en conséquence, il faut importer plus pour pouvoir importer autant qu'auparavant. Un pays, par exemple, qui importe 1 milliard de tonnes de manière générale, pour importer toujours 1 milliard de tonnes, il faut exporter davantage. Si par exemple, pendant l'année N, il a exporté 2 milliards de tonnes, pour importer 1 milliard de tonnes des produits manufacturés, pour l'année N plus 1, pour importer la même quantité à 1 milliard, elle doit augmenter, elle doit réaliser des exportations de plus de 2 milliards. Regardez, lorsque les exportations augmentent, c'est normal lorsque la production nationale augmente, c'est normal lorsqu'on réalise de la croissance économique. Mais malheureusement, une croissance économique qui appauvrit le pays en question, donc en surexploitant les richesses, les ressources nationales, également donc c'est-à-dire donc une augmentation des quantités exportées pour importer, pour encaisser de l'extérieur les mêmes sommes et c'est-à-dire donc acheter de l'extérieur les mêmes quantités. Donc vers la fin, donc c'est une croissance qui appauvrit la situation de pays, surtout les pays moins avancés, les pays qui ne sont pas industrialisés, non industrialisés.
Au contraire, la croissance enrichissante, c'est le contraire, c'est le fruit de l'amélioration des termes d'échange, des termes d'échange d'une économie donnée. C'est le cas des économies développées généralement qui changeaient donc les produits manufacturés de haute valeur ajoutée, soit les prix industrialisés, hautement industrialisés qui produisent des produits de haute valeur ajoutée dont les termes, dont les prix augmentent toujours d'une manière continue dans le commerce au niveau mondial. Maintenant, selon le deuxième critère, la répartition d'efforts de l'investissement, soit que la croissance est équilibrée, c'est-à-dire donc on estime que le montant total à investir doit être réparti assez uniformément. On répartit d'une façon uniforme l'effort de l'investissement, soit public, soit privé, entre de nombreux secteurs industriels d'une manière uniforme, soit des secteurs d'activité, sinon sur les zones géographiques, c'est-à-dire toutes les zones géographiques bénéficient à part égale de le même effort, c'est-à-dire des montants d'investissement qui sont les mêmes. Donc ici, on parlait de la croissance équilibrée. Et généralement, peut-être des fois, un pays a de l'intérêt à encourager ce genre de croissance, mais d'autres peuvent choisir, un autre type, une autre approche, en essayant bien évidemment c'est-à-dire de réaliser une croissance déséquilibrée, c'est-à-dire que les tenants de cette croissance sont d'avis que ces investissements doivent être à chaque stade concentrés sur certains secteurs prioritaires. Peut-être il y a certains pays qui choisissent, vu parfois la rareté des ressources, et vu parfois l'effet d'entraînement le secteur choisi considéré comme étant un secteur prioritaire, ils décident de concentrer l'effort de l'investissement sur un secteur bien déterminé ou bien une zone géographique bien déterminée. Pourquoi? Parce que ces secteurs ou bien ces zones réalisent des effets d'entraînement importants sur toute l'économie. C'est pour cette raison ils considèrent que la concentration des efforts sur ces secteurs ou bien ces zones vaut mieux que de répartir ces sommes de manière assez uniforme sur toute l'économie ou bien sur toutes les zones. C'est-à-dire ce choix peut être normalement bénéfique que le choix de la croissance équilibrée. Il est à noter ici que malheureusement, dans certains la décision le choix entre équilibré et déséquilibré n'est pas toujours malheureusement motivé par des raisons que je peux considérer de bonne foi. Des fois, on peut appliquer la théorie du choix public au choix de la croissance économique. Certains décideurs politiques peuvent choisir la croissance déséquilibrée. Pourquoi? Parce qu'ils ont un intérêt individuel et un intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif. On choisit de subventionner un secteur ou d'orienter les investissements dans un secteur. Pourquoi? Parce que ces décideurs ont un intérêt individuel dans ces secteurs. Donc je passe. Troisième critère, la manière d'usage. Une part, on commence par la croissance extensive. Une part de la croissance économique découle de quoi? Elle découle d'une augmentation des facteurs de production au sein de l'économie, c'est-à-dire une part, pour réaliser la croissance économique, il faut augmenter le travail et le capital. Cette part de la croissance économique réalisée par l'augmentation du travail et le capital est appelée la croissance extensive. En même temps, il s'agit ici d'une croissance qui repose essentiellement sur l'augmentation des quantités de facteurs. C'est-à-dire la croissance signifie quoi? L'augmentation des facteurs de production, et c'est extensive. Intensivement, au contraire, la croissance intensive concerne quoi? Est obtenue par l'amélioration qualitative. C'est-à-dire, ça oppose à cette augmentation quantitative. C'est de l'amélioration qualitative des facteurs de production, notamment la réalisation des gains de productivité. Généralement, ces gains de productivité sont dus au progrès technique. C'est le progrès technique qui permet de réaliser les gains de productivité et ces gains permettent de réaliser une croissance et cette croissance est considérée comme étant intensive. Généralement, dans n'importe quel phénomène de croissance économique, les deux cohabitent. Tout dépend, mais la part de chacun varie d'une économie à une autre. Les économies modernes qui sont hautement équipées en capital et utilisent intensivement le capital,
et les savoirs et les connaissances scientifiques donc, sont généralement des économies de la part de la croissance intensive, l'emporte sur la croissance extensive et vice-versa pour les pays moins avancés. Alors, selon le progrès technique, soit qu'on distingue entre la croissance exogène, c'est-à-dire donc on considère le progrès technique comme étant exogène à l'économie et surtout à la croissance économique. C'est une théorie donc qui considère que le progrès technique est exogène et le modèle de croissance exogène le plus connu, c'est le modèle de Solow. Pour Solow, Robert Solow, donc il a considéré donc la part de la croissance économique qui ne trouve pas de l'explication dans l'augmentation des facteurs de production. Il l'a considéré comme étant une manne tombée du ciel. Ce résidu donc trouve de l'explication dans quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pour cette raison, pour Robert Solow, il a considéré le progrès technique comme étant un phénomène exogène à la croissance économique, aux décisions microéconomiques et macroéconomiques à l'échelle d'un territoire. Cependant, pour les tenants de la croissance endogène, c'est une théorie développée par Paul Romer, Lucas et Barrow. Donc la théorie, on va voir ça dans le cadre de traitement théorique de la croissance économique. Les tenants de cette thèse expliquent que la croissance endogène a pour objet de expliquer la croissance économique à partir d'un processus de décision microéconomique, c'est-à-dire sur la base d'un certain nombre de décisions microéconomiques qu'il faut prendre à l'échelle d'un territoire pour réaliser de la croissance économique. Alors donc pour les initiateurs de ce modèle, ils considèrent que l'origine du progrès technique est endogène à la croissance elle-même. C'est-à-dire sans la réalisation de la croissance économique, c'est de l'impossible de réaliser un progrès technique. Le progrès technique repose sur quoi? Sur l'accumulation des connaissances, l'accumulation du capital technologique. Toutes ces accumulations sont liées à l'augmentation de la production. Également, la réalisation de progrès techniques repose sur la dépense budgétaire de l'État. Et l'État dépense davantage lorsqu'il reçoit davantage des recettes, lorsqu'il encaisse des recettes davantage. Et l'encaissement des recettes dépend de quoi? De la production. Plus il y a de la production, plus on encaisse des recettes fiscales. Et il reste maintenant donc selon le dernier critère, on distingue entre une croissance potentielle qui peut être définie comme étant la croissance maximale, une croissance le maximum qu'on peut réaliser et qui est compatible avec une inflation, donc la croissance avec une inflation qui est maîtrisée. Elle dépend de l'augmentation des facteurs de production et des gains d'efficacité réalisés par les entreprises, c'est-à-dire les deux en même temps. C'est-à-dire autrement, il dépend de la croissance potentielle, de les ressources dont dispose un pays et dont on suppose une utilisation efficace, une utilisation intelligente. Autrement, donc c'est la croissance maximale que peut obtenir un pays lorsqu'il mobilise tous ces facteurs de production, population active, équipement, sans déclencher de l'inflation. En mobilisant tout ça sans déclencher de l'inflation, mais également de façon efficace. Maintenant, la croissance effective, c'est la croissance réellement réalisée dans un pays donné. Au Maroc, généralement, on parlait de quoi? D'une croissance potentielle de 7, 8 ou bien 9, selon les auteurs, selon les sources, mais donc généralement, rare qu'on dépasse les 5%. On a vu donc au début, dans la représentation graphique par laquelle on a commencé cette vidéo, donc on a vu l'évolution de la croissance depuis 1999 et 2019. Donc le pic a été enregistré deux fois, en 2001 presque donc 7%, et en 2006 je pense ça ne dépasse pas les 8%. Donc potentiellement donc l'économie marocaine peut réaliser une croissance qui peut aller jusqu'à 9%, mais réellement donc la croissance effective ne dépasse pas les 5 ou les meilleures conditions. Maintenant, passons la mesure. Donc, la croissance économique, on l'a définie comme étant la variation positive de la production. Donc, pour mesurer la croissance économique, il suffit de calculer donc le taux de variation de l'indicateur de mesure de la production. Et l'indicateur de mesure de la production, on a vu ça. Donc, c'est le PIB. Donc, la croissance économique n'est rien d'autre que la variation de PIB, c'est-à-dire le PIB N plus 1 moins le PIB
N sur quoi? Sur le PIB de l'année N fois 100. Donc voilà comment on calcule. Maintenant, il est à préciser que le taux de croissance peut être soit qu'on calcule ici, donc on tient compte le PIB réel, soit qu'on tient compte le PIB nominal. Maintenant, donc, il est à noter que généralement, lorsque on veut traiter la croissance économique entre 2 années, il faut retenir le PIB réel. Et si l'étude s'étale sur plusieurs années, là, c'est autre chose. Là, donc, on tient compte le PIB nominal. Voilà, donc on utilise la variation de le PIB réel pour mesurer la croissance économique entre 2 années, alors que le PIB nominal est utilisé pour mesurer la croissance sur une longue période. Donc voilà de manière générale. Et pour en ce qui concerne les limites, de calcul, parce que donc donc les limites de la croissance économique sont généralement les limites du PIB. On a vu que le PIB ne représente pas toujours la réalité. Du coup, la croissance économique également ne représente pas la réalité. Il y a plusieurs choses qui échappent au PIB, on mesure le PIB, et donc par voie de conséquence, donc également la croissance économique n'est pas représentative et ne reflète pas la réalité de l'évolution de la production. Voilà, donc ainsi cette vidéo prend fin. Donc le rendez-vous, Inch'Allah, dans la deuxième